أنا فاهم. لكن نعرف يجي يسمونه كثير. أنا نعم. Salam alaikum. Bonjour. C'est le professeur Chaban. On va voir ensemble les urgences néonatales. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que c'est le cas. Pour commencer, alors vous pouvez, en activant le son de chez vous, poser vos questions au fur et à mesure. Bien. Alors, ce cours, il aura comme objectif d'abord de savoir évaluer un nouveau-né, de déterminer les situations à haut risque d'anorexie périnatale, de reconnaître les urgences néonatales, de mettre en condition et traiter dans l'urgence, d'initier l'enquête étiologique. Comme plan, on aura d'abord une introduction, les situations à risque, on verra ensemble les situations à risque d'anorexie. On va d'abord évaluer un nouveau-né, on va chercher toutes les différentes urgences, à savoir circulatoire, respiratoire, métabolique, infectieuse, et une conclusion. Alors, sachez d'abord que la naissance est une phase de transition. C'est une grande phase de modification anatomo-physiopathologique et c'est le passage donc, de la vie fœtale à la vie extra-utérine qui peut se faire par moments difficilement. Alors, il faut d'abord connaître une situation à risque qui contribue à repérer
ceux qui devront subir une réanimation. Et une chose intéressante, c'est qu'il y a eu une sorte standardisation des techniques de réanimation néonatale. Donc on n'improvise pas, on agit. Les urgences néonatales peuvent être d'ordre chirurgical ou médical. Ce cours n'est pas exhaustif. On verra essentiellement les urgences médicales les plus importantes. Alors, quelles sont les situations d'anoxie, de haut risque d'anoxie périnatale? Alors, sachez d'abord qu'il y a des situations qui sont imprévisibles ou difficilement prévisibles, comme les accidents placentaires, exemple, un hématome rétro... ils entendent très très mal. Alors je vais élever peut-être le voix ou on n'entend pas bien. Bien. Donc, je reviens. Alors, j'espère que là, vous m'entendez mieux. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des situations... Donc, je vous ai dit qu'il y avait des situations à haut risque d'anoxie périnatale. C'est des situations qui peuvent être imprévisibles ou difficilement prévisibles. Alors, imprévisible, c'est comme les accidents placentaires. Vous savez, un hématome, exemple, un hématome rétroplacentaire. Les accidents funiculaires concernant le cordon, la procidence du cordon ou circulaire du cordon. Les dystocies dynamiques, comme une hypertonie utérine, ou bien les accidents maternels tels qu'une hypovolémie ou une anoxie aiguë. Alors, toutes ces situations sont imprévisibles. Il existe aussi des situations à risque qui sont souvent prévisibles. Alors, il peut s'agir de pathologies maternelles à retentissement sur le fœtus. Alors là, j'espère que vous m'entendez mieux. Très bien, là, vous m'entendez. Alors, les situations à risque, donc souvent, on a dit prévisibles, c'est les pathologies maternelles comme une cardiopathie, une hypertension, un diabète. Ça, c'est des pathologies qui retentissent forcément sur le fœtus. Il faut faire attention donc au nouveau-né. Il y a aussi les pathologies de la maturité fœtale et son développement, les dystocies dynamiques, telles que par exemple une disproportion photopalvienne, et les traitements, tous les traitements maternels, les psychotiques, les neuroleptiques, une anesthésie générale, une patiente qui subit une césarienne sous anesthésie générale, donc elle a des produits anesthésiques qui peuvent retentir sur le nouveau-né. Alors, une fois ces situations sont reconnues, on va évaluer le nouveau-né à la naissance. Donc, après section du cordon, il faudrait placer le nouveau-né sur une table de réanimation chauffante, maintenir ce nouveau-né en normothermie, donc il ne faudrait pas le laisser refroidir, commencer à désobstruer le nasopharynx. Alors, en faisant ce geste de désobstruction du nasopharynx, vérifiez en même temps qu'il n'y a pas de malformation, à savoir une atrésie des coins ou une atrésie de l'œsophage. Bien sûr, tout en examinant le patient, on regarde s'il n'y a pas une imperforation anale. Et on va appliquer le score d'Apgar à 1 minute. Alors, voici le score d'Apgar. J'imagine que tout le monde le connaît. Alors le score d'Apgar, quand vous voyez les paramètres, la fréquence cardiaque, la respiration, le tonus, la réactivité et la couleur. Grosso modo, un bébé qui est tonique, qui est bien coloré, qui respire normalement avec une fréquence cardiaque supérieure à 100, c'est un beau bébé, c'est un nouveau-né qui est normal. Alors, vous voyez que le score a 1 minute de vie déjà. 8 à 10, c'est un cri vigoureux dès les premières secondes.
Et plus on descend, vous voyez 3 ou 4, on commence à avoir un nouveau-né sévèrement déprimé. Alors, on va commencer par un instant, je vais juste enlever une fenêtre qui est là. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Bon. Alors, on va commencer par les urgences circulatoires. Là, je vous invite à réfléchir sur ce cas clinique pendant ce cours, pendant cette première phase de cours. Il s'agit là, en salle de travail, d'une parturiente en état de choc, pour laquelle une échographie en urgence est faite, objectivant donc un hématome rétroplacentaire. La patiente est dirigée au bloc opératoire pour une césarienne en urgence, réalisée sous anesthésie générale. Donnant naissance à un nouveau-né qui s'appelle donc Salim, dans l'Abgar à 1 minute de vie et à 4. Sa fréquence cardiaque est à 100 battements par minute. La sage-femme, comme vous le savez, désobstrue rapidement le nez et le pharynx et le ventile au masque en oxygène pur. 1 minute après, la situation s'aggrave, l'Abgar est à 2 et la fréquence cardiaque à 50. Alors, je vous demande d'abord de voir, est-ce que cette situation dans laquelle ce nouveau-né se trouve est prévisible? Comment définir cet état clinique? Et que faites-vous? Bon, je vous laisse réfléchir sur ce cas clinique tout en faisant donc notre cours. Alors, on va voir d'abord les urgences circulatoires. L'état de mort apparente. Alors, qu'est-ce que c'est un état de mort apparente? D'abord, c'est à la naissance du nouveau-né, il est cyanosé, il est peu réactif, il ne crie pas, il ne respire pas. Et quand on prend la fréquence cardiaque, qui prend toute sa valeur chez le nouveau-né, elle est nulle ou très lente, donc inférieure à 80 cycles par minute. Tout de suite, il faudrait commencer la réanimation néonatale, une ventilation, donc manuelle, l'intubation, on verra, massage cardiaque, etc. Bon, on va voir toute cette réanimation au détail. Alors, on commence par la ventilation. La ventilation, elle est au masque. Il faudrait bien choisir le masque qui englobe bien la bouche et le nez. Donc, on va le ventiler, ce nouveau-né, manuellement au ballon. Donc, à l'embu. Les premières insufflations doivent être prolongées pour augmenter le recrutement alvéolaire. Et après, on va ventiler à une fréquence de 40 à 60 par minute. Je ne sais pas si vous avez vu cet appareil dans les salles de travail ici chez nous, mais il s'agit du Néopuff. Donc cet appareil, il a permis de remplacer un peu cette ventilation manuelle et de faire une insufflation d'une pression expiratoire positive et une pression d'insufflation donc positive qui est fixe. Donc on ne fait plus les choses d'une manière aléatoire, mais d'une manière très contrôlée. Ce Néopuff a révolutionné la prise en charge des nouveau-nés en salle de travail. Alors, on commence par la ventilation au masque. Ici, ça ne marche pas au bout de 60 secondes. Et si le nouveau-né ne reprend pas sa ventilation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'intube. Donc, on appelle un réanimateur ou un urgentiste, etc., pour le faire. Alors, quand est-ce que débuter le massage cardiaque externe? Alors, il ne faut pas le faire tout de suite. Si vous avez une fréquence cardiaque qui est basse, c'est vrai que le petit, donc le nouveau-né, il est en état de mort apparente, mais il ne faut pas commencer tout de suite le massage cardiaque. Il faudrait toujours commencer par la ventilation et au bout de 30 secondes, donc vous voyez, on parle de secondes, de ventilation, si la fréquence cardiaque reste inefficace, donc inférieure à 60, à ce moment-là, on commence le massage cardiaque. Et comme vous voyez, il y a deux techniques de massage cardiaque. Soit on empaume le thorax et on masse, soit on fait avec les deux index. Alors, la meilleure technique, c'est celle-là.
Donc, la première, on empaume le thorax, mais la technique, celle-là, elle permet surtout de prendre un abord ombilical, donc au niveau de la veine ombilicale. Donc, avec un deuxième opérateur, on peut prendre un abord périphérique. Alors, vous voyez ici, si l'arrêt cardiaque se prolonge, on va placer donc un cathéter ombilical, comme vous voyez sur cette image. L'ombilique, il y a deux artères et une veine, c'est très simple. Donc, on va cathétériser cette veine-là. Alors, comme tout arrêt cardiaque, il va falloir, si ça se prolonge, comme on a dit, une fréquence cardiaque inférieure à 60 minutes après 30 secondes. La ventilation est efficace avec des compressions thoraciques sont efficaces, mais le nouveau-né ne reprend pas une fréquence cardiaque. À ce moment-là, on donnera de l'adrénaline. L'adrénaline par voie veineuse après avoir pris le cathéter ombilical. Comme c'est un arrêt cardiaque, vous savez, sur le plan équilibre acido-basique, il est certainement une acidose métabolique. Mais attention, ne donnez pas le bicarbonate de sodium sans que cette acidose métabolique soit documentée. Alors, la deuxième grande urgence circulatoire, c'est l'hypovolémie néonatale. Alors, quand est-ce qu'on suspecte cette hypovolémie néonatale? D'abord, on la suspecte Alors, je répondrai à vos questions à la fin du cours. Hein. Alors, l'hypovolémie néonatale. Le diagnostic, donc, il est suspecté devant l'anoxie périnatale, les hémorragies maternelles ou placentaires. Hein. Donc, s'il y a une hémorragie maternelle, vous pensez que certainement le nouveau-né, il est en hypovolémie. Le diagnostic sera confirmé quand on prend donc une pression artérielle qui montre donc au Dynamap, qui montre donc une baisse de la pression artérielle. Le temps de recoloration, il sera allongé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement? Il faudrait pratiquer un remplissage vasculaire adapté. Alors, comment remplir ce nouveau-né? Il y a deux possibilités. Alors, en cas d'hémorragie maternelle, il faudrait aller rapidement se procurer du sang frais O négatif ou bien des culottes globulaires, à défaut du O neg. Maintenant, avoir du sang est généralement difficile, donc on va, dans ces situations, donner plutôt de l'albumine ou des solutés colloïdes. Alors, si on revient sur le cas clinique, alors je ne sais pas si vous pouvez discuter avec moi au fur et à mesure sur ce cas clinique. Alors, vous pouvez activer votre son et celui qui peut prendre la parole peut discuter sur ce cas. Je vois que vous êtes tous en train, enfin tous, je ne sais pas, mais quelques-uns en train de demander. Ce n'est pas le même cours sur la plateforme. Vous savez, le cours sur la plateforme, le cours sur la plateforme est un cours donc sur PDF et celui-là est sur une autre forme, mais le contenu est pratiquement le même. Alors, si on revient sur le cas clinique.
Est-ce que quelqu'un peut répondre sur la première question? Est-ce que quelqu'un peut répondre sur la même question? Sur la première question? Alors, la question était, est-ce que c'est un accident prévisible ou pas pour le nouveau-né? Alors, comme vous voyez, il s'agit d'un accident placentaire, un hématome rétroplacentaire. Donc, c'est un accident qui était imprévisible, provoquant donc une situation à haut risque d'anoxie périnatale. Très bien. Il y a quelqu'un qui dit que c'est un accident imprévisible, hématome rétroplacentaire. Bravo. Effectivement, donc c'est un accident imprévisible. Donc, on est en salle de travail. Il y a une maman qui fait un hématome rétroplacentaire. On s'est dit qu'il y a certainement un problème. Alors, Yasmine, oui. Est-ce que toi, tu peux parler, vas-y, sinon tu écris ton message. Donc, il y a un hématome rétroplacentaire avec risque d'anoxie fœtale. Très bien. Alors, quel est l'état clinique de ce nouveau-né? Il est en état de mort apparente, n'est-ce pas? Une fréquence cardiaque à 50, il est complètement en arrêt cardiaque, donc c'est en hypovolémie parce qu'il s'agit d'un hématome rétroplacentaire. Donc, cette hypovolémie qu'on va confirmer par la suite. Dès qu'on a un nouveau-né en état de mort apparente, qu'est-ce qu'on fait? Une réanimation néonatale. La réanimation néonatale, c'est la ventilation en pression positive plus un massage cardiaque externe. On commence par la ventilation, Très bien. On commence par la ventilation au masque, au néopuff, et au bout de 60 secondes, là on va faire les deux en même temps, donc au bout de 60 secondes, si la fréquence cardiaque augmente au-delà de 60 minutes, on arrête le massage cardiaque, on poursuit la ventilation en pression positive. Si la fréquence cardiaque reste inférieure à 60, il va falloir intuber le malade, mettre donc ventilation en pression positive sur son d'intubation, continuer le massage cardiaque, prendre un cathéter ombilical, donner l'adrénaline et commencer le remplissage. Donc, vous voyez bien qu'en fait, la réanimation d'un nouveau-né, elle est d'abord, c'est très important, chronométrée en secondes. On doit faire la désobstruction des fosses nasales et du pharynx avant de ventiler. Certainement, on commence la désobstruction des fosses nasales, du pharynx, ça on le fait systématiquement. C'est-à-dire la sage-femme, elle a fait cela, elle a désobstrué les fosses nasales et le pharynx. Le nouveau-né, il faut l'intituler la sage-femme, elle a désobstrué les fosses nasales, mais le nouveau-né n'a pas repris. Au contraire, sa fréquence cardiaque a baissé et son agar pareil. Donc, vous, en tant que médecin, quand vous arrivez, vous commencez tout de suite la ventilation au masque. Alors, si vous avez le néopuff, vous placez le néopuff. Mais sinon, c'est la ventilation au masque. Au bout de 30 secondes, si la fréquence cardiaque ne reprend pas, vous commencez le massage cardiaque externe. Et au bout, normalement, de encore 30 secondes, donc un total de 60 secondes, si le nouveau-né ne reprend pas de fréquence cardiaque, il va falloir l'intuber et prendre un cathéter ombilical ou un autre abord veineux périphérique pour donner de l'adrénaline et commencer le remplissage. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je passe sur... Donc, on va maintenant voir les urgences respiratoires. Alors, sur les urgences respiratoires,
Alors, vous avez la deuxième vignette, donc un deuxième cas clinique que je vous demande aussi sur lequel réfléchir pendant le cours. Alors, il s'agit d'Ayman, qui est un nouveau-né donc un nouveau-né par césarienne en urgence à un terme de 40 semaines pour souffrance fœtale aiguë avec liquide amniotique méconial. Le score d'Apgar à la naissance est à 5, 6, 7, puis 8, à respectivement 1, 3, 5 et 10 minutes. Il présente une détresse respiratoire immédiate avec un score de Silberman à 6, admis en unité de réanimation néonatale. Alors, la radiographie du thorax faite à H1, donc à la première heure, montre cette image. Vous voyez. Déterminez les éléments de gravité de ce nouveau-né. Quelles sont vos propositions diagnostiques et quelle est votre attitude thérapeutique? Alors, je vous laisse réfléchir sur ça pendant le cours. Alors, il y a quelqu'un qui parle d'inhalation méconiale. Bien, on va voir si c'est le cas ou pas. D'accord? Alors, on commence par les urgences, comme je vous ai dit, respiratoires. La détresse respiratoire. Cette détresse respiratoire, elle peut être précoce en salle de travail ou bien tardive. Elle est définie par la présence de 2 critères sur 5. Donc, cyanose sous air, donc sous air, il n'est pas sous oxygène ce nouveau-né, il est cyanosé, il tire, il a un gémissement expiratoire avec une fréquence tachypnéique, avec une fréquence au-delà de 60 par minute et battement des ailes du nez. Pour déterminer donc la gravité de cette détresse respiratoire, il y a ce qu'on appelle le score de Silberman. Le score de Silberman qui reprend les mêmes signes cliniques, mais dans un tableau, à savoir le balancement thoraco-abdominal à l'inspiration, le tirage, l'entonnoir xiphoïdien, les battements du zèle du nez, et en fonction de l'importance de ces signes cliniques, on peut déterminer une détresse respiratoire minime quand le Silberman est inférieur à 4 et elle est grave quand le Silberman donc, est supérieur à 6. Alors, quelles sont les étiologies possibles de cette détresse respiratoire? La première étant l'inhalation méconiale. Alors, quand on pense à cette inhalation, c'est quand le liquide amniotique est teinté, quand il y a une aspiration, donc quand le liquide amniotique est teinté, il faudrait commencer par faire une aspiration bucco-pharyngée. Alors, cette histoire d'aspiration bucco-pharyngée, avant, elle était systématique pour tous les nouveau-nés qui présentent donc un liquide amniotique teinté. Actuellement, cette décision d'aspirer systématiquement le nouveau-né est revue et elle n'est faite que pour les nouveau-nés qui sont hypotoniques. On les aspire et on prend en considération. Sinon, les autres, plutôt, ils peuvent aller en salle et les surveiller de plus près. Alors, si ce nouveau-né arrive à l'intubation, il faudrait commencer l'aspiration. Il faut faire l'aspiration trachéale avant toute insufflation, justement pour ne pas pousser ce liquide méconial dans les alvéoles. Donc, faire une aspiration alvéolo-bronchique et après ventiler le nouveau-né. Alors, le deuxième diagnostic, c'est le pneumothorax. Alors, pneumothorax, cliniquement déjà, on voit une distension de l'hémothorax. Et quand on met un stéthoscope, on voit un déplacement des bruits du cœur vers le côté inverse, avec un ballonnement abdominal parce que ça ventile très très mal. Alors, quand on fait une radiothorax, on voit cette hyperclarté avec une déviation de la ligne médiastinale, mais regardez surtout, ce qui est important, il y a ce décollement pleural avec un moignon au niveau de pleural. Un moignon pulmonaire. Donc, il y a ce décollement de la plèvre qu'on voit sur un radiothoracique qu'il faut rechercher pour dire que c'est un pneumothorax. À ce moment-là, il va falloir soit exsuffler, soit drainer le nouveau-né si
la détresse respiratoire est mal supportée. Pas de sang, alors. Alors, le troisième diagnostic, c'est l'hernie diaphragmatique. L'hernie diaphragmatique, pardon, c'est quand il y a une asphyxie, donc il y a une asphyxie à la naissance sévère. Pareil, il y a un déplacement du bruit du cœur à droite, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un abdomen qui est distendu, mais plutôt un abdomen plat, parce que tous les organes au niveau de l'abdomen sont passés dans le thorax. Attention, quand on a un tableau clinique pareil, de ventiler le patient au masque, parce qu'on risque d'aggraver encore cette détresse respiratoire. Mais par contre, il faudrait mettre une sonde gastrique pour vider l'air qui est dans la poche à air gastrique et limiter la compression médiastinale. La prochaine, une autre étiologie, c'est bien l'atrésie de l'œsophage et les fistules trachéo-œsophagiennes. Alors, l'atrésie de l'œsophage, normalement, c'est un diagnostic qui est fait précocement en salle de travail. Il peut être tardif si la détresse respiratoire, à ce moment-là, elle est secondaire au passage du liquide salivaire ou gastrique dans l'arbre bronchique. Le diagnostic il est normalement facilement fait avec une radiographie thorax qui montre que la sonde gastrique s'enroule dans l'œsophage, donc elle ne passe plus parce que tout simplement, donc il y a un obstacle, il y a une atrésie de l'œsophage. Alors, faites attention parce que c'est une urgence chirurgicale, il faudrait transférer le nouveau-né en position assise avec une sonde nasale, nasogastrique, enfin naso-œsophagienne, pour aspirer la salive. Hein. Il ne faudrait pas que la salive passe dans les poumons. Encore plus s'il y a une fistule trachéo-œsophagienne, et généralement elle est inférieure, s'il y en a une, elle va encore aggraver la détresse respiratoire. Alors, l'étiologie dont je veux vous parler, c'est aussi l'emphysème lobaire géant. L'emphysème lobaire géant, il imite vraiment le pneumothorax dans presque tout. Son diagnostic, il est le plus souvent tardif. Hein. Le diagnostic peut être fait précocement sur une détresse respiratoire, mais il peut être aussi tardif, après 4-5 mois de vie. La radiothorax, elle est pratiquement comme celle d'un pneumothorax. On voit une hyperclarté avec une déviation du médiastin, mais on ne voit pas vraiment le décollement pleural comme sur le pneumothorax. Et le diagnostic de certitude, il est fait au scanner thoracique qui montre donc une bulle d'emphysème. Alors, il y a les autres étiologies, c'est les détresses respiratoires d'origine médicale, tout ce qui est en rapport avec le surfactant, telles que la maladie des membranes hyalines, telles que les infections pulmonaires, les hémorragies pulmonaires. Donc, c'est toutes les pathologies de la maladie de la membrane hyaline. Je passe sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant une détresse respiratoire? D'abord, quels sont les objectifs thérapeutiques? Il faudrait d'abord lutter contre l'anoxie, corriger l'acidose métabolique, prévenir l'hypothermie, donner les rations hydriques et caloriques, assurer une bonne circulation. Sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on fait? On va donc toujours la mise en condition du patient, du nouveau-né, on le met dans un incubateur, on va apprécier l'état hémodynamique du patient, on assure la liberté des voies aériennes supérieures, on met en place une sonde gastrique et pour vider l'estomac, on fait une radiothorax, une gazométrie, on prend une voie d'abord et on va donner des apports hydroélectrolytiques et caloriques suffisants. Alors, quelles sont les mesures thérapeutiques symptomatiques? Alors, sur le plan symptomatique,
D'abord, il faudrait commencer par une réanimation respiratoire dont le but est d'avoir un pH à 7,30, un pH normal, un PaO2 à 60 et une PaCO2 inférieure à 45. Cette réanimation peut se faire, on commence donc par une oxygénothérapie, comme c'est un nouveau-né, donc c'est une oxygénothérapie sous enceinte de Hood, ou bien ça peut arriver jusqu'à la ventilation en pression positive avec un masque ou avec un néopuff, ou bien une ventilation assistée contrôlée. Alors, il y a quelqu'un qui lève sa main. Écrivez votre message parce que je ne vous entends pas. Vous avez le sang? Très bien, vous avez le sang. Bien. Alors, on continue. Sur le plan, donc on a vu sur le plan respiratoire. Maintenant, sur le plan acido-basique, il faudrait donc, il va falloir regarder l'équilibre acido-basique. Il faudrait donc, s'il y a une acidose respiratoire, ventiler le malade. Et si c'est une acidose métabolique, il va falloir la corriger avec du bicarbonate. Mais de toute façon, il faudrait le faire avec, sur preuve, avec une gazométrie. Une détresse respiratoire, il faudrait toujours regarder s'il n'y a pas un état circulatoire inadéquat, donc un état de choc. Et l'état de choc, comme vous le savez, je regarde s'il y a un signe d'insuffisance cardiaque ou pas. Alors, s'il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque, je commence un petit remplissage avec du sang ou avec de l'albumine. Et s'il y a des signes d'insuffisance cardiaque, à ce moment-là, il faudrait peut-être probablement mettre des inotropes positifs. Les autres mesures thérapeutiques spécifiques, ils seront en fonction de l'enquête étiologique, hein, bien sûr. Quand il peut s'agir d'un traitement chirurgical, d'un drainage thoracique en cas de pneumothorax, ou bien d'un traitement médical spécifique, tel qu'une antibiothérapie ou surfactant, etc. Alors, si on revient sur la vignette, donc le deuxième cas clinique, hein, je ne sais pas si quelqu'un a des propositions sur les éléments de gravité. Alors, les éléments de gravité de cette détresse respiratoire, c'est la césarienne en urgence, hein, c'est la souffrance fœtale aiguë et bien sûr le liquide teinté. Donc ça, c'est sur les circonstances de survenue de cette détresse respiratoire. Mais il y a aussi la clinique. Donc c'est un nouveau-né qui est en souffrance fœtale aiguë. Il a un Apgar à 5 à 1 minute et un Silberman à 5. Donc vous voyez qu'il est en situation clinique grave. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah, très bien, très bien. Donc, vous avez bien compris le cas clinique? Si c'est oui, dites oui, je vous entends. Oui, oui. Très bien. Donc, les éléments de gravité, on a dit, c'est les circonstances de survenue et c'est la clinique. Maintenant, est-ce que les diagnostics proposés, il peut s'agir de quoi? Il y a quelqu'un qui a dit inhalation méconiale, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il peut s'agir d'un pneumothorax? Sur l'image radiologique. C'est un nouveau-né qui est en détresse respiratoire, il a un Silberman à 5. Il a fortement une inhalation méconiale, une suspicion d'inhalation méconiale. Mais quand on fait la radio thorax, on voit cette hyper clarté. Hein, vous vous rappelez? Donc il y a une hyper clarté qui, elle, pouvait évoquer un pneumothorax. Il y a un autre diagnostic sur lequel je voudrais. On aurait pu s'arrêter ici, hein, inhalation méconiale, pneumothorax. Mais il y a ce diagnostic aussi
on ne se rappelle pas de la radio. Donc, alors, attendez, je vais aller à vignette. Voilà.